Ce soir, Hockey Québec désavoue Hockey Canada alors que le Bloc réclame une enquête indépendante. Claude Fortin, le président du conseil d'administration de Hockey Québec, est avec nous. Élection au Québec, les libéraux à un creux historique. La chef Dominique Anglade nous parle de la reconstruction du PLQ. 13 de la faveur populaire, mais aucun député à l'Assemblée nationale. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, fait le bilan de sa campagne. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La décision de Hockey Québec de prendre ses distances de Hockey Canada a été saluée aujourd'hui par toute la classe politique à Ottawa. Hockey Québec a décidé mardi soir de suspendre le transfert de ses cotisations vers Hockey Canada. L'Association québécoise affirme ne plus avoir confiance en la capacité de Hockey Canada d'agir efficacement dans les dossiers d'agression sexuelle qu'auraient commis des joueurs de l'équipe nationale junior. La ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, espère de son côté que d'autres fédérations provinciales vont emboîter le pas. À la Chambre des communes, le Bloc québécois, quant à lui, réclamait une enquête indépendante sur ce scandale. Hockey Canada a mis en place non pas un, mais au moins 2 fonds pour couvrir des cas d'inconduite sexuelle. On s'entend tous pour dire que c'est inacceptable. Or, déjà, en juin dernier, dans cette Chambre, on s'entendait tous aussi pour appuyer une motion du Bloc québécois exigeant une enquête indépendante sur la manière dont Hockey Canada traite les plaintes d'inconduite sexuelle. C'est avec une enquête indépendante qu'on va pouvoir enfin faire toute la lumière, mais aussi nous permettre d'obtenir des recommandations concrètes qu'on va pouvoir faire appliquer dans l'ensemble des fédérations sportives. Est-ce que le premier ministre va lancer enfin cette enquête indépendante ou laisse continuer d'attendre les résultats d'une enquête interne d'une organisation déconnectée? Très honorable Premier ministre. Tous les Canadiens savent très bien que les actions de Hockey Canada sont absolument inacceptables. C'est inconcevable que les gens à Hockey Canada continuent à croire qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Ils ont été coupés de tout leur financement fédéral et en plus, je sais que des organismes comme Hockey Québec ont déjà sévi leurs liens avec la Hockey Canada. Je pense que les seules personnes qui pensent qu'il y a un avenir pour Hockey Canada sont les gens dans l'organisation d'Hockey Canada parce que les Canadiens ont complètement perdu confiance en Hockey Canada. Il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils arrêtent de faire leur travail, il faut qu'on les remplace. Et pour discuter de ce dossier, je retrouve Claude Fortin, qui est le président du conseil d'administration d'Hockey Québec. Bonsoir, M. Fortin. Bonsoir, Mme Bégin. Hockey Québec a donc décidé de prendre ses distances de Hockey Canada. Vous avez décidé, je le répète, mardi soir, de suspendre le transfert des cotisations vers Hockey Canada. Expliquez-nous d'abord votre décision. Pourquoi vous en êtes venu à ça? La première des choses, nous, au mois d'août puis au mois de septembre, on avait émis des commentaires puis on avait déposé des questions par écrit à Hockey Canada. Et à la lumière, on est rendu au mois d'octobre et à la lumière de ce qu'on a fait, on n'a pas encore eu toutes nos réponses et tout. À la suite de la commission parlementaire où ce que beaucoup de nos membres ont été déçus de ce qu'ils ont entendu et vu à la commission parlementaire, il y en a qui nous ont levé le flag. Nous, en principe, nous avions déjà une rencontre du conseil d'administration de prévu. Cependant, il n'y avait pas de point de Hockey Canada, mais je peux vous dire que notre réunion a changé de tournure et le point de Hockey Canada est devenu le point majeur. Ouais. À partir de ce moment-là, on a échangé et on a fait la démarche. Je peux vous dire que c'était un vote unanime, c'est sûr, des membres du conseil d'administration. Puis l'autre élément aussi, c'est que nous, en août et en septembre, nous avons rencontré la commission permanente des régions. Puis on avait fait les suivis pour le dossier Hockey Canada parce qu'on voulait être sûr que nos gens étaient informés, puis qu'est-ce qu'on faisait et vers où qu'on allait, nous, notre position. Puis les gens endossaient la position du conseil d'administration et ils nous recommandaient aussi de garder notre alignement là, versus ce qui se passait. Ouais. C'est pour ça que suite à ça, la décision est venue. Bon, c'est une décision qui, il faut le dire, est avant tout symbolique parce que les sommes d'argent qui sont en jeu ne feront probablement pas une grande différence pour Hockey Canada. Quel impact est-ce que vous pensez que ça va avoir? Est-ce que l'argument financier va être suffisant, selon vous, pour qu'on en arrive à des changements chez Hockey Canada? Ben nous, il y a 2 volets, OK? Parce qu'il y a le volet de l'aspect de la cotisation aux inscriptions qui est un montant de 3 puis il y a l'autre partie de la cotisation qui va pour les assurances. Nous, cette partie-là pour les assurances, le but premier de notre décision, c'est vraiment de s'assurer
que nos jeunes et nos joueurs soient bien couverts et soient protégés par une couverture d'assurance. Fait que celle-là, c'est pas. On ne prendra pas nos jeunes en otage pour faire quoi que ce soit. Nous autres, on veut s'assurer que la protection de nos jeunes est vraiment là. Fait que c'est pour ça que l'aspect assurance, on est à regarder peut-être un plan B dans le futur, mais ça, présentement, là, on veut assurer nos gens et nos parents et tout, là, que les jeunes ne sont pas mis en danger là, suite à une prise de position du conseil d'administration. Ce qui nous restait comme manœuvre, c'est vraiment le 3 $. Ouais, est-ce que oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous pour quand on connaît les états financiers d'Hockey Canada, c'est pas grand-chose pour eux. Mais pour nous, c'est au moins symbolique qu'on démontre à nos gens de chez nous qu'on a à cœur leurs préoccupations et qu'on va les défendre. Vous êtes à Hockey Québec, la première fédération provinciale à prendre cette position envers cette décision envers Hockey Canada, donc la première fédération, association qui sévit contre Hockey Canada. Est-ce que vous espérez que d'autres organisations provinciales ailleurs au pays vous emboîtent le pas? Est-ce que vous avez eu des discussions avec d'autres organisations à cet effet? Ben, pas pour le moment. Moi, depuis hier soir, je peux vous dire, j'ai passé plus mon temps avec les médias qu'avec les autres. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé qui veulent m'appeler. Cependant, puis à la lumière de ce que j'entends quand je parle aux gens d'ailleurs, c'est que dans d'autres provinces, ils n'entendent pas parler du tout. Tandis que chez nous, je peux vous dire de quoi. Moi, ce week-end, moi, je demeure dans l'Est du Québec. Puis j'ai assisté à un match de l'Océanique samedi. Puis sur 40 personnes qui sont venues me voir, il y en a au moins 36 qui m'ont parlé d'Hockey Canada. Ouais. C'est que, je veux dire, chez nous au Québec, c'est pas c'est peut-être pas la même situation qui se vit ailleurs dans les autres provinces. Mais chez nous, en tout cas, on est beaucoup interpellés. Mon DG est souvent interpellé, puis les gens veulent savoir, puis les gens posent des questions. Puis c'est pour ça. Qu'est-ce que Ouais. les autres branches vont faire? Je ne le sais pas. Puis c'est pas moi qui va partir le mouvement, puis c'est pas moi qui va embarquer sur le téléphone. Je les laisse aller, puis ils sont libres d'agir comme ils veulent. Puis s'ils pensent qu'ils sont bien là-dedans, puis c'est leur choix. Moi, je ne suis pas là pour partir en guerre avec Hockey Canada. Je suis là vraiment pour défendre les intérêts de ma province. Je veux vous entendre sur les commanditaires maintenant parce qu'on le sait, les commanditaires sont essentiels pour le fonctionnement d'Hockey Canada. Il y en a déjà qui ont décidé de retirer leur commandite à l'organisation. Est-ce que vous pensez que les entreprises qui commanditent justement l'organisation d'événements devraient mettre plus de pression sur Hockey Canada en faveur d'un changement à la direction? Ah, ça, madame, tu sais, les commanditaires, ça dépend toujours de leurs valeurs et de leurs principes. C'est toujours un choix qu'ils font. Moi, je sais que Hockey Canada nous avait annoncé qu'il avait donné un délai jusqu'au 1er octobre. À date, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas eu de nouvelles, voir s'il était de retour ou pas, là, puis qui a vraiment lâché, puis tout. Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais c'est sûr que chaque entreprise a ses valeurs et a ses principes, puis tu sais, ils veulent toujours s'associer à quelque chose de particulier, puis ils ont des raisons. Fait que moi, je ne peux pas répondre au nom des commanditaires, mais Ouais. ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a qui se retirent complètement. On va attendre de voir ce qui va se passer aussi du côté des commanditaires. Monsieur Fortin, je vais vous entendre sur l'image du hockey parce que toute cette tentative de camoufler des cas d'agression sexuelle par Hockey Canada, évidemment, ça ternit l'image du hockey au pays. Quel impact tout ça va avoir sur les jeunes qui pratiquent le hockey et aussi sur les fans du hockey parce qu'on sait qu'on est nombreux au Canada? Ben nous, chez nous, il faut dire qu'au Québec, encore là, vous savez qu'au Québec, on est un statut particulier. On est toujours un petit peu particulier, mais nous, avec le gouvernement du Québec, on a mis en place avec les autres fédérations un je porte plainte, une corporation complètement indépendante qui prend toutes les demandes ou toutes les plaintes qui peuvent venir des parents ou des joueurs qui sont victimes d'incidents majeurs. Ils ont le bouton, il est sur les sites d'Hockey Québec, il est sur les sites des branches, de façon à ce que les gens, puis c'est traité confidentiel et c'est traité vraiment par des personnes autres que nous du hockey, de Hockey Québec. Ça fait que les gens sont vraiment dans la situation où ils portent plainte. Je sais que dans le plan d'action d'Hockey Canada, ils sont en train de regarder pour mettre ça en place eux aussi. De quelle manière? C'est sûr que nous, on va garder ce qu'on a déjà en place parce que nous, on a fait une très, très grosse évolution avec eux parce que c'était la première année de la mise en place. On a eu des choses qui accrochaient un petit peu. On a émis nos commentaires, on a donné notre opinion. Puis les gens du comité que la ministre Charette avait mis en place, ils ont été très ouverts avec nous. Ils ont été à l'écoute, ils ont été ouverts avec nous, puis eux autres aussi veulent s'améliorer, mais vous savez que c'est un nouveau mécanisme, puis le temps de le mettre en place puis de le rendre fonctionnel, ça va prendre quand même un certain délai. Ben, il est fonctionnel, c'est-à-dire, mais vraiment de dire qu'il est à point. Mais je peux vous dire qu'on a une très bonne collaboration et une très bonne ouverture de leur part là,
avec le regroupement loisir, là, Maître Charbonneau qui nous accompagne là-dedans. On a vraiment une très bonne collaboration. Claude Fortin, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de Hockey Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Au surlendemain d'une défaite historique du Parti libéral du Québec, les députés font front commun derrière leur chef, Dominique Anglade, qui devra éventuellement faire face à un vote de confiance. Les troupes libérales se sont rassemblées aujourd'hui en Mauricie pour faire le bilan de cette élection. J'ai discuté avec la chef Anglade tout juste avant cette rencontre. Bonsoir, Madame Anglade, et félicitations pour votre réélection dans votre circonscription. Merci beaucoup, Mme Bégin, c'est très apprécié. Le Parti libéral du Québec a subi la pire défaite de son histoire en termes de vote populaire. Lundi, les libéraux ont tout de même réussi à conserver le titre d'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous faites de cette élection? Bien, alors, il est clair qu'on avait plusieurs choses à présenter aux Québécois. Dès le départ, les gens nous disaient qu'on va voir qui va être l'opposition officielle. On nous avait dit qu'on aurait 12, 14 comtés. Au final, on en a eu 21, donc on en est très satisfait. C'est sûr qu'on aurait aimé en avoir davantage, mais déjà, ça battait les pronostics qui étaient amenés et envisagés. Puis je vous dirais que tout au long de la campagne, le message important de rassembler les Québécois plutôt que de les diviser, c'est un message qu'on a martelé parce qu'il va demeurer hyper important maintenant et pour la suite des choses. Oui, vous dites on a battu les pronostics, n'empêche, les libéraux ont fait élire presque uniquement des députés dans la région de Montréal, sauf André Fortin, ici dans la circonscription de Pontiac, en Outaouais, presque uniquement dans des comtés anglophones. Si ça me permet, par rapport à ça, juste par rapport à ça, le commentaire par rapport à la prémisse, à votre prémisse là-dessus, lorsque vous regardez tous les partis d'opposition, on reste celui qui a le plus de régions représentées, que ce soit par Laval, par Montréal, par la Montérégie, par l'Outaouais, avec des comtés qui, oui, sont aussi à teneur francophone. On n'a qu'à penser à Mille-Îles, on n'a qu'à penser à Vaudreuil. Mais la réalité là-dedans, c'est qu'on a, lorsqu'on se compare aux autres oppositions, les gens aiment dire que c'est Montréal. Ce n'est pas uniquement Montréal. Et il faut se rappeler que la grande région de Montréal, c'est quand même 50 % de la population. Oui. N'empêche, il y a seulement 6 % des francophones au Québec qui ont voté libéral lundi soir dans des circonscriptions de l'Est du Québec. Le PLQ est même arrivé en 4e place. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Anglade, pour que les francophones décochent aussi majoritairement du PLQ dans cette élection? Je pense qu'il y a un gros travail de reconstruction qui doit se poursuivre, qu'on a entamé. Lorsqu'on regarde la composition de notre caucus aujourd'hui, il est très différent du dernier caucus. Il y a eu beaucoup de vétérans qui ont beaucoup contribué à la formation politique, qui ont quitté. Et le renouvellement, quand on disait le renouveau, les gens disaient, bien oui, mais il y a beaucoup de personnes qui partent, qui sont des personnes qui arrivent. Et c'est maintenant qu'ils vont les découvrir. C'est maintenant qu'ils vont voir l'arrivée en force de personnes comme Brigitte Garceau, comme Frédéric Beauchemin, comme Virginie Dufour, comme Elisabeth Pratt. Il y a plusieurs personnes qui se joignent à notre équipe. Et là, très contente du caucus qu'on va avoir, justement, pour aller débattre des idées et être cette opposition officielle forte dont on a besoin. Alors, ce renouveau-là, ça prend un temps. Il faut le reconnaître que ça prend du temps. Il faut reconnaître qu'il y a encore du chemin à parcourir. Oui, parce que, vous parlez de travail de reconstruction. C'est quoi, justement, votre plan pour ramener les francophones au bercail? Bien, justement, avec le caucus dont on a parlé, je pense qu'il faut aussi mettre en perspective que quand on regarde l'élection qui a eu lieu, et il faut reconnaître que c'est la CAQ qui a remporté la grande majorité des sièges, c'est aussi un verdict sur la COVID. Donnons une autre chance à la CAQ parce que pendant la COVID, finalement, ils ont eu à gérer, ils n'ont pas mis leurs idées autant qu'ils aimeraient de l'avant. Nous, ce qu'il va falloir continuer de faire, c'est être cette alternative face à la CAQ, une alternative qui non seulement se préoccupe des enjeux très concrets des gens, mais toute la question de l'économie, d'une économie moderne, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on reconnaît, qu'ils refusent de reconnaître de leur côté, avec la question de l'inclusion, où chaque personne, puis vous avez vu les débats de la fin de campagne, où chaque personne devrait avoir sa place au Québec, peu importe où il réside, peu importe la langue qu'il parle chez lui, et finalement un véritable projet de société sur la lutte au changement climatique. Tout ça, ce sont des enjeux qu'on va continuer de débattre à l'Assemblée nationale et qui vont demeurer porteurs. Vous parlez de l'arrivée de la CAQ parce que, justement, depuis l'arrivée de la CAQ au Québec, qui parle beaucoup d'économie, de développement de la richesse, des termes qui étaient forts chez les libéraux, qui étaient portés par les libéraux, on a le sentiment que le PLQ est plongé dans une crise existentielle. Jusqu'à quel point
le PLQ, justement, selon vous, se trouve plongé dans une crise existentielle au lendemain de cette élection? Quand je regarde l'économie du Québec aujourd'hui, je vais vous dire bien franchement, Mme Bégin, on constate quoi? On constate qu'on a une croissance qui est en deçà de celle de l'Ontario. On constate qu'on a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui ont commencé à frapper de manière très importante, notamment dans les secteurs d'activité économique, mais aussi en matière de santé, en matière d'éducation. Et de plus en plus, on va voir que cette manière de gérer l'économie va être extrêmement difficile pour la CAQ. Donc, vous savez, quand on parle de l'économie, on ne peut pas se vanter d'être le parti d'économie si on ne reconnaît pas le premier frein principal, qui est vraiment la question de la pénurie de main-d'œuvre. Il y aura toute une démonstration à faire pendant les prochains mois et les prochaines années. Je vais vous parler de la réforme du mode de scrutin. Bon, avec les résultats de lundi soir, on le sait, le débat est reparti de plus belle. Les libéraux ont obtenu moins de votes que Québec solidaire et le Parti québécois, pris de façon évidemment séparée. Ce qui ne vous empêche pas de former l'opposition officielle. Il y a plusieurs observateurs au Québec qui parlent de distorsion historique dans le système de votation. Est-ce que c'est le temps de changer le mode de scrutin proportionnel au Québec? Quelle est votre position là-dessus? Je pense qu'il faut avoir une grande ouverture par rapport à ça parce qu'il y a effectivement des distorsions. Il faut le reconnaître. Là, les distorsions, elles existent. Elles sont là avec des partis qui ne sont pas représentés du tout malgré un certain pourcentage au niveau de l'électorat. Donc, oui, il faut avoir une ouverture. Et quand j'entends François Legault qui nous dit, bien, je suis prêt à collaborer, mais je ferme la porte à ça, bien, c'est le premier élément qu'il faut mettre de l'avant. C'est ça si on veut avoir la crédibilité de poursuivre même les discussions. Parce que c'est un système qui vous avantage, là, qui vous permet d'être l'opposition officielle malgré votre piètre résultat en termes de vote populaire? Bien, moi, là-dessus, j'aimerais rectifier un peu les choses parce que quand on regarde l'équilibre par rapport au système actuel, on est plus ou moins en équilibre en termes de nombre de députés versus les votes qu'on a eus. Il y a des distorsions d'abord et avant tout avec le gouvernement. C'est d'abord la plus grande des distorsions, et puis avec ceux qui ne sont pas du tout représentés. Mais si on veut régler ça, c'est une question il n'y a pas de système parfait, mais c'est une question de mode de scrutin à mettre de l'avant, c'est certain. Et de fermer la porte à ça d'entrée de jeu, ce n'est pas un grand signe de collaboration, vous l'admettrez avec moi. Ce que dit donc M. Legault d'emblée hier. Un mot sur votre avenir, Dominique Anglade, parce qu'on sait que le PLQ n'a pas beaucoup de patience avec ses chefs qui ne gagnent pas les élections. Il y a des spéculations à votre sujet. Vous parlez d'un immense travail de reconstruction à faire. Bien, vous avez dit travail de reconstruction. Est-ce que vous avez l'intention de rester à la tête du parti pendant cette reconstruction? Oui, j'ai l'intention de rester à la tête du parti pendant cette reconstruction. En effet, il y a un travail qui a déjà été entamé et qui doit se poursuivre. Sur l'immigration maintenant, on sait que la question a occupé beaucoup de place durant la fin de la campagne électorale au Québec. Il y a eu des propos très critiqués de l'ancien ministre de l'Immigration, Jean Boulet, ceux du premier ministre François Legault aussi, qualifiés de malheureux par plusieurs. En tant que première femme noire à se présenter au poste de première ministre, comment vous avez vécu cet épisode? Bien, j'ai trouvé ça très pénible parce que c'est un discours qui divise, c'est un discours qui dit, bien, la violence associée à l'immigration, on a entendu les propos de suicide si on augmentait les seuils d'immigration. Tous ces propos-là sont extrêmement nuisibles et n'ont pas leur place. N'ont pas leur place parce qu'on a besoin d'avoir tous les Québécois qui contribuent dans la même direction, qui vont dans une seule et même direction. Avec tous les enjeux auxquels on fait face, on n'a pas le temps de se diviser sur ces enjeux-là. Moi, j'ai trouvé ça déplorable, la manière dont les propos ont été tenus. Je ne comprends pas pourquoi Jean Boulet est aujourd'hui encore toujours ministre. Tout ça, c'est des choses qui ne devraient pas avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que ça vous a blessé, vous, personnellement? Parce qu'on sait que plusieurs ont été blessés par ces propos-là. Mais ça blesse toute personne. Mais c'est même pas moi particulièrement. C'est le Québec s'est bâti sur une histoire de personnes qui sont venues s'installer ici, deuxième génération, troisième génération, cinquième génération. Donc, il y a énormément de personnes qui sont touchées par ça. Puis ça, c'est pas uniquement des personnes issues de l'immigration. C'est des personnes qui sont vraiment qui vivent dans un Québec qui est moderne. Croyez-vous qu'il va y avoir un travail à faire au Québec pour recoller les morceaux, je dirais, avec les communautés culturelles, mais aussi avec la communauté anglophone? Qu'est-ce que vous en pensez?
Avec tout le monde. Je pense qu'il y a un travail de rassemblement à faire où tout le monde se sent interpellé par ça, les communautés autochtones, les communautés racisées, la communauté anglophone. Mais tout le monde devrait avoir un travail à faire. Et comme je dis souvent, il faut se rassembler, il faut qu'on arrête de se diviser sur ces enjeux-là. Ça ne sert pas notre intérêt, certainement. Je vais terminer avec l'immigration. Pour revenir à ça, le premier ministre François Legault veut rapatrier l'ensemble des pouvoirs en immigration vers le Québec. Vous le savez, le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte à cette demande du Québec. Quelle est votre position au Parti libéral sur cet enjeu de l'immigration? Bien, sur la question de l'immigration temporaire, nous, on avait réclamé des pouvoirs additionnels au fédéral, donc on va demeurer avec cette demande-là. Mais encore une fois, c'est sûr que la manière dont les choses ont été traitées en matière d'immigration au Québec fait en sorte que le gouvernement fédéral réagit de cette manière-là. C'est évident. Alors, c'est c'est ce que je disais même avant la campagne électorale. Le pouvoir avec le fédéral, c'est aussi une relation de partenaire et pas une relation d'adversaire. Et on est capable de se tenir debout face au fédéral, mais de développer cette relation de partenariat qui n'a pas été développée dans les 4 dernières années. Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et je poursuis notre analyse des résultats de cette élection de lundi, cette fois avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir, Mme Bégin. Le Parti conservateur du Québec a reçu l'appui de 13 des électeurs québécois lundi. Pourtant, vous ne serez pas représenté à l'Assemblée nationale. Évidemment, on imagine une grosse déception pour vous. Quel bilan vous faites de votre campagne? D'abord, comme vous venez de le dire, là, 13 pour un parti qui, a à peine un an et demi, là, avait combien 500 membres, était à 1 dans les sondages. Si vous nous aviez dit à ce moment-là qu'on ferait 13 du vote, je pense que tout le monde aurait été euphorique, là. Il n'y a personne qui avait prévu ça, en fait. Hein? Mais on a quand même bâti une organisation pendant la dernière année. On a beaucoup de membership. On est passé de 500 à 60 000 membres. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme. On est le parti qui, de loin, a fait les plus gros rassemblements, 4 rassemblements de plus de 1000 personnes pendant la campagne électorale. Donc, arrivé avec 13 on était très heureux. Là. Plus d'1 million de Québécois ont voté conservateur lundi, 530 000 personnes. Mais malheureusement, ça ne s'est pas transformé en siège à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est la grosse déception. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a une telle distorsion démocratique. Ouais. Québec solidaire, quand ils ont fait 4 ils ont fait élire un député. Quand l'ADQ avait fait 6,5 ils ont fait élire des députés. Nous, on a 13 on n'a pas de députés. C'est sûr qu'il y a eu la distorsion. Parce que au Parti conservateur, vous fondiez beaucoup d'espoir sur des circonscriptions dans la région de Québec, notamment que vous êtes présenté dans Chauveau de votre côté. La région de la Beauce, ce sont des terreaux quand même plus fertiles au courant conservateur. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi quand même à faire élire un seul député lundi au Québec? Il y a un peu de malchance là-dedans, là, parce que vous voyez que les écarts, notamment, vous venez de parler de la Beauce, les 2 circonscriptions de la Beauce, on les a échappées par moins de 1 là. Dans un des 2 cas, c'est moins de 200 votes, l'autre, c'est 300 ou 400 votes. C'était vraiment des luttes très, très serrées. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner les luttes serrées. C'est décevant, mais aujourd'hui, on a un défi. Là. Il faut voir qu'il y a quand même un pourcentage pratiquement égal de gens qui ont voté conservateur par rapport aux libéraux. Les libéraux se retrouvent avec 21 sièges. Nous, on en a 0. Il y a vraiment un problème au niveau du mode de scrutin et c'est là-dessus qu'on va devoir se pencher dans les premières semaines. C'est pour ça que j'ai fait un appel au premier ministre là, pour qu'on ait un minimum de représentation à l'Assemblée nationale, un minimum de visibilité. Il y a quand même un Québécois sur 7 qui a voté pour nous. C'est pas vrai que ces gens-là vont rester dehors et n'ont pas le droit de rentrer dans la maison du peuple. Oui, parce que vous demandez justement une certaine représentation, une certaine présence à l'Assemblée nationale. Vous avez fait une demande à la CAQ auprès des autres partis politiques. Est-ce que vous avez senti une ouverture à cet égard? Bien, très honnêtement, M. Legault m'a dit qu'il allait me rencontrer. On allait en discuter plus amplement. J'ai parlé aussi à des gens de son entourage qui m'ont dit qu'il y avait une certaine ouverture. On va voir comment on va décliner ça. Moi, ce que je réclame pour l'instant, c'est de pouvoir participer, de pouvoir faire mes conférences de presse, notamment là où je les ai faites depuis plus d'1 an avec Claire Sanson, qui était le député là, qui avait traversé de la CAQ, d'avoir un bureau à l'Assemblée nationale pour que physiquement on puisse travailler puis que je puisse être présent physiquement et finalement d'avoir un budget pour faire de la recherche, d'avoir un service de communication, là, ça prend un minimum. On a le même nombre de votes pratiquement que Québec solidaire, les libéraux et le Parti québécois. C'est tout à peu près les mêmes chiffres qu'on a entre 5 et 600 000 votes. Et ça serait complètement ridicule que nous, on n'ait rien et que tous les autres partagent l'assiette.
Ouais. Vous parlez de Claire Sanson parce que, bon, on le disait, vous voulez trouver une façon d'être présent à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que peut-être même en allant recruter un député de la CAQ qui serait mécontent de son sort, comme vous l'aviez fait avec Claire Sanson. Est-ce que vous pensez réussir de cette façon-là, vraiment? Je l'espère bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'insatisfaits à la CAQ. Vous savez qu'il y a 90 députés maintenant. Il y a 16 députés de plus. Il y a beaucoup de couches à nourrir. J'ai l'impression que le premier ministre va être obligé de faire des choix déchirants dans les prochains jours pour que le choix de son conseil des ministres. Il y en a certains qui vont devoir remettre leur clé de limousine. Il y en a d'autres qui vont attendre le téléphone qui ne sonnera jamais. Donc, vous connaissez la politique comme moi. Vous savez que ça crée beaucoup d'insatisfaction, surtout quand on a un premier ministre qui a promis des ministères à plein de monde. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui ne pensaient pas qu'ils allaient se faire élire, qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai confiance qu'on va être capable d'avoir au moins une personne qui va faire un geste noble et qui va nous permettre d'avoir une voix au Parlement. Si on n'a pas de voix, Mme Bégin, ce qui est inquiétant, c'est que quel message on envoie à ces gens-là? Moi, j'ai été chercher beaucoup de gens qui ont voté conservateur lundi dernier parce qu'ils considéraient que c'était une dernière chance. Ce n'étaient pas des gens nécessairement qui votaient beaucoup, qui étaient très impliqués politiquement, mais on a réussi à raccrocher au système démocratique des gens qui perdaient confiance dans les institutions. Si on envoie un message à plus d'1 million de Québécois que leurs votes sont gaspillés et ne servent à rien, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce que pour le taux de participation des élections, ça serait un désastre si jamais on ne reconnaissait pas le Parti conservateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des grands partis au Québec. Parlons de la scène fédérale. Je vais vous entendre sur Maxime Bernier parce que sur Twitter, M. Bernier, qui est c'est le chef du Parti populaire du Canada, vous a félicité pour vos résultats électoraux lundi soir. Bon, on le voit, il vous a écrit « Nos idées continuent de faire du chemin ». Est-ce que, en effet, vous partagez les idées de Maxime Bernier, la vision politique de M. Bernier? Bien, écoutez, moi, je n'ai pas d'affiliation fédérale. Le Parti conservateur du Québec est indépendant du Parti conservateur du Canada. Cela étant dit, autant Maxime Bernier que Pierre Poilievre sont des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais très bien. Les deux font la promotion aussi de la liberté sur la scène fédérale, qui est chère aussi aux conservateurs québécois. Moi, personnellement, je suis membre du Parti conservateur du Canada. Depuis de très nombreuses années. Donc, je n'ai pas d'affinité directement avec le Parti populaire, mais je connais bien Maxime Bernier. Je sais qu'il y a certains de nos militants qui l'apprécient beaucoup, mais on n'a pas de lien organique. Concernant l'arrivée de Pierre Poilievre à la tête des conservateurs fédéraux à Ottawa, bon, vous le dites connaître très bien Pierre Poilievre. Est-ce que vous reconnaissez dans le conservatisme de Pierre Poilievre? Bien, écoutez, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Vous avez raison, on a fait de la politique fédérale ensemble pendant de nombreuses années. Il a même pris un congé à l'époque, il était étudiant. Quand je me suis présenté à l'Action démocratique du Québec, c'était en 2003. Il était venu passer 1 mois et demi avec moi dans ma circonscription de Deux-Montagnes, où j'étais candidat pour l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Donc, c'est quelqu'un que j'ai des affinités depuis très longtemps, que je connais très bien. On a évidemment une pensée commune. Nos partis ne sont pas fusionnés, c'est pas comme dans certaines autres provinces où le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur de la province ont des liens organiques, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai longtemps collaboré. Donc, les deux formations politiques sont différentes, selon ce que vous nous dites. Absolument, elles sont différentes, mais on a juste une communion d'esprit ensemble, on a juste des idées communes. Et il y a des militants aussi qui se promènent d'un parti à l'autre, c'est tout à fait correct. Moi, j'encourage tous les conservateurs du Québec à s'impliquer autant au niveau municipal qu'au niveau fédéral. C'est tout à fait simple, la démocratie. Oui, parce qu'on sait quand même qu'il y a une majorité des députés conservateurs du Québec sur la scène fédérale qui avaient appuyé Jean Charest dans la course au leadership conservatrice au cours des derniers mois. Est-ce que vous pensez que ces gens-là pourraient avoir une affinité avec votre formation politique sur la scène provinciale? Bien, écoutez, moi, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé au cours des derniers jours pour me féliciter pour ce qui s'est passé sur la scène québécoise. Vous devez comprendre que la montée du Parti conservateur au Québec, même si ce n'est pas le même parti, il y a quand même le même nom. Les gens font quand même le lien et ça peut avoir comment je vous dirais ça? Ça peut avoir un ressortissement ou un impact positif pour l'avenir, pour le conservatisme au Québec. Je pense que les Québécois s'identifient souvent davantage sur la scène provinciale que fédérale. Si le Parti conservateur du Québec continue à connaître une croissance importante comme celle qu'on a connue au cours de la dernière année, c'est évident que ça peut juste aider le Parti conservateur fédéral. Si le conservatisme est de plus en plus identifié, enraciné dans le Québec francophone, ça pourrait effectivement avoir un impact positif pour la prochaine élection fédérale. Alors, on va continuer à surveiller la suite des choses. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup. C'est un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.